Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 6e édition des Rendez-vous de la recherche pour l'autonomie. Je suis Pearl Moret, chef de projet soutien et valorisation de la recherche à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. La CNSA, comme vous le savez sûrement, finance et anime les politiques de l'autonomie. Et l'une de ses missions de la CNSA est de contribuer à la recherche sur ce champ. Nous sommes ravis aujourd'hui, donc pour ce nouveau rendez-vous de la recherche sur l'autonomie, de vous accueillir. Et ces rendez-vous visent à rendre compte des principaux résultats de recherche finalisés et soutenus par la CNSA. Il s'agit de formats courts, d'1 heure à 1 heure et demie. Et vous pouvez donc retrouver l'ensemble du programme des webinaires sur le site de la CNSA dans sa rubrique Actualité et également les replays donc sur la chaîne Dailymotion de la CNSA. Donc nous allons vous mettre les liens, les liens dans la discussion vers la rubrique Actualité et la chaîne Dailymotion de la CNSA. Donc, il y a 2 webinaires sur les 4 prévus avec l'Institut des politiques publiques, avec l'IPP, qui ont déjà eu lieu. Le premier webinaire était une présentation qui était réalisée par Amélie Carrère, qui est économiste et qui nous a présenté une cartographie départementale de la perte d'autonomie. Et lors d'un deuxième webinaire, c'est Delphine Roy, qui est également économiste à l'IPP, qui nous a expliqué du domicile ou de l'IPAD quel est l'environnement qui semble le plus protecteur face au risque de décès. Aujourd'hui, pour ce 3e webinaire organisé avec l'IPP, nous avons le plaisir de recevoir Léa Toulmont. Léa Toulmont, vous êtes économiste à l'IPP également. Et aujourd'hui, en cette journée donc, du 6 octobre, qui est la journée nationale des aidants, qui a été instituée en France en 2010, vous allez nous présenter une communication sur ce sujet important qu'est la question des aidants, et en particulier des aidants des personnes âgées en perte d'autonomie. Votre présentation sera suivie d'une discussion qui sera initiée par Diane Desprats. Diane Desprats, vous remplacez Elodie Corcuff, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chef de projet Innovation de terrain, études et valorisation à la CNSA. Donc, j'invite tous les participants et les participantes à laisser leurs questions dans le fil de discussion au cours des interventions. Et Amélie Carrère, donc économiste, qui sera là pour noter vos questions et les retransmettre ensuite à Léa à la fin de notre webinaire. Donc nous allons aujourd'hui privilégier les questions relatives à la présentation de Léa. Pour toutes vos questions sur les dispositifs d'aide de la CNSA ou en particulier sur les dispositifs d'aide aux aidants, nous vous invitons donc à consulter non seulement le site de la CNSA, mais également donc le site pourlespersonnesagees.gouv.fr et également maboussoleaidant.fr. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Léa Toulmont pour sa présentation qui s'intitule « Le soutien des proches aux personnes âgées aujourd'hui et demain, état des lieux et projection de la population d'aidants ». Merci et merci de me donner cette opportunité de présenter mes travaux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le plan de cette présentation, ça va être d'abord de vous parler de l'aide informelle aujourd'hui, quels sont les enjeux autour de l'aide formelle, et je ferai un petit focus sur les conjoints aidants. Et ensuite, je vous présenterai notre modèle de micro-simulation qui va nous permettre de projeter la population des aidants et les premiers résultats de ces projections. Donc, tout d'abord, l'aide informelle, c'est un pilier pour le soutien des personnes âgées en perte d'autonomie dans un contexte où on a une augmentation de la population âgée qui reste prévue malgré qu'on ait eu une petite baisse de l'espérance de vie due au Covid. Ça ne change pas le fait général qu'il y aura plus de personnes âgées. Et dans ce cadre, il y a 2 questions qui se posent. Quelle proportion de ces personnes aura besoin d'aide et qui pourra fournir cette aide, la question qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Il faut savoir que quand on parle de personnes en perte d'autonomie, on a des besoins qui sont très hétérogènes. Ça va aller de personnes qui sont dans une situation de dépendance légère, qui ont besoin par exemple d'aide pour faire leurs courses une fois par semaine, à des situations beaucoup plus sévères où il y a besoin d'une surveillance quasi constante, d'aide pour s'habiller, se laver, se nourrir, etc. Donc il faut bien garder en tête que c'est des situations hétérogènes et on va essayer de tenir compte de ça lors de cette présentation. Il y a aussi des progrès de la médecine, donc on anticipe qu'il y en aura, mais par contre leurs effets sont difficiles à anticiper au sens où ça peut avoir des effets un peu dans les 2 sens sur la population âgée dépendante. Je m'explique. Donc, si on a des progrès de la médecine qui permettent de prolonger la période d'autonomie, de retarder la perte d'autonomie,
ça va avoir tendance à baisser le volume de personnes dépendantes. Mais par contre, ce qui est possible aussi, c'est qu'on ait des progrès de la médecine qui permettent aux personnes dépendantes de vivre plus longtemps ou de vivre mieux. Et dans ce cas-là, ça va plutôt avoir tendance à augmenter la population dépendante. Donc on anticipe qu'il y aura ces progrès-là, mais pour le moment, on n'est pas capable d'en connaître les effets. Par contre, ce qu'on sait dès aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des besoins croissants, puisqu'on a la génération des baby-boomers, donc nés entre 1945 et 1970, qui auront entre 85 et 100 ans de 2030 à 2070. Donc à partir de 2030, ils vont commencer à arriver à des âges assez élevés, donc avec des besoins potentiels, et on aura donc des cohortes de personnes très âgées qui seront plus larges, et donc mécaniquement, on attend une hausse des besoins, en tout cas d'ici 2030-2040. Donc, hausse des besoins, comment on va y répondre? C'est principalement par de l'aide humaine. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de robots qui ont remplacé les aidants, et qui fournissent cette aide aujourd'hui, c'est à la fois des proches aidants et des aidants professionnels. Les proches aidants, leur nombre a été estimé à 4 millions par la DREES, grâce à l'enquête autonomie. Et c'est surtout des enfants de personnes âgées dépendantes pour la moitié, donc 2 millions d'enfants, et les conjoints de personnes âgées dépendantes pour quart, donc 1 million de conjoints. Du côté des professionnels, donc, on a environ 550 000 salariés de l'aide à domicile, en comptant aussi les infirmiers à domicile, et en EHPAD, 400 000 salariés. Donc en gros, à peu près 1 million de salariés dans ce domaine. Donc on voit qu'il y a plus de proches aidants que de salariés. Si on regarde en termes de nombre d'heures apportées, donc là je présente un graphique qui est fourni par la DREES encore, où on a les GIR estimés, donc les groupes iso-ressources. Ça va de 4 à 1, 4 étant des cas de dépendance plutôt légère et 1 à 2 plus graves. Et en fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le volume d'heures que reçoivent les personnes dans ces différents groupes iso-ressources en séparant l'aide de l'entourage de l'aide professionnelle. Donc, en fait, ce qu'on voit tout de suite ici, c'est que déjà, l'aide de l'entourage, c'est beaucoup d'heures d'aide, et aussi que c'est très fortement croissant avec le niveau de dépendance. Donc, c'est vraiment les mêmes personnes qui ont besoin d'aide professionnelle et d'aide de l'entourage. Et dans les cas, enfin voilà, ça peut monter à beaucoup d'heures de l'aide de l'entourage pour les personnes très dépendantes. Donc face aux défis soulevés par le vieillissement de la population, est-ce qu'on va pouvoir compter sur l'aide de l'entourage dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui à l'horizon de 2040 ? On a besoin de répondre à cette question pour estimer les besoins futurs d'aide professionnelle, puisque sinon, si on prend en compte que l'aide informelle, on ne tient compte que d'une petite fraction de l'aide apportée, donc les barres rouges sur le graphique précédent. Et voilà, on oublie qu'aujourd'hui, on est dans un équilibre entre aide formelle et informelle. Donc quels sont les enjeux autour de l'aide informelle ? On peut se demander qui seront les aidants potentiels, quels âges auront-ils, dans quel état de santé seront-ils. Donc on regarde ici principalement les conjoints et les enfants qui représentent les 3/4 des proches aidants. Les conjoints, ils seront sans doute plus nombreux avec l'espérance de vie croissante, donc les gens ont plus de chances de vieillir accompagnés de leurs conjoints, mais on voit aussi qu'il y a plus de séparation chez les personnes âgées, donc il y a des résultats nets qui ne sont pas tout à fait clairs. Et pour préciser le cas des conjoints, je vais faire un focus sur la situation actuelle sur les conjoints aidants, parce que j'ai travaillé dessus et c'est intéressant, vous allez le voir. Et concernant les enfants, ce qu'on sait, c'est qu'ils seront moins nombreux que les enfants aidants actuels, qui sont en gros les générations du baby-boom. Donc en fait, on a ces générations plus larges qui vont vieillir, mais qui n'ont pas fait autant d'enfants que leurs parents. Et donc, une fois que je vous aurai présenté quelque chose sur les conjoints aidants, je vous présenterai le modèle de microsimulation de la population pour voir un peu quels effets cela va avoir. Donc, les conjoints aidants, c'est un cas que je trouve intéressant parce que, en fait, c'est des aidants qui vont être parmi les proches aidants qu'on appelle parfois aidants naturels, les plus naturels au sens où, par exemple, quand on demande aux personnes s'ils auraient besoin d'aide 2 heures par jour, est-ce qu'ils feraient appel à leurs enfants ou leurs conjoints ? Souvent, ils répondent « mon conjoint, pas de problème, mes enfants, je préférerais pas ». Donc, il y a vraiment une facilité à faire appel aux conjoints. Dans le mariage, il y a un devoir d'assistance, donc on doit apporter assistance à son conjoint s'il en a besoin. Et il y a aussi une répartition des tâches dans les couples, même hors situation de dépendance, qui fait que le fait d'aider son conjoint va
pouvoir être plus naturel. Et en plus, souvent on habite dans... nous on définit les couples comme le fait d'habiter ensemble, donc c'est aussi des aidants qui sont disponibles puisqu'ils sont là. Donc c'est des aidants qui sont très naturels, mais c'est en même temps des aidants qui déclarent beaucoup de conséquences de l'aide sur leur santé, et notamment, plus particulièrement dans le cas des conjointes, les 3/4 des conjointes aidantes vont déclarer au moins une conséquence de l'aide sur leur santé. Donc à la fois on y a recours facilement, et en même temps apparemment ils subissent assez fortement les effets de l'aide. Il y a des inégalités de genre dans le vieillissement qui sont assez fortes, au sens où la probabilité d'être en couple quand on est dépendant est complètement différente pour les femmes et les hommes. Elle est assez élevée pour les hommes et très faible pour les femmes, qui sont souvent veuves au moment de leur entrée en dépendance, du fait des écarts d'âge entre conjoints. Mais par contre, si on regarde les couples de personnes âgées, hommes et femmes ont autant de chances d'être en couple avec une personne âgée dépendante, et une fois qu'ils sont en couple avec une personne âgée dépendante, ils ont autant de chances de l'aider. Donc, ce que j'ai regardé, les conjoints aidants, c'est donc la catégorie d'aide la plus mixte. Et ce qu'on peut se demander, c'est qu'en est-il si on regarde plus en détail le type d'aide apportée? Est-ce que femmes et hommes qui aident leurs conjoints effectuent le même type de tâches? Donc, pour regarder ça, j'ai regardé différentes tâches. Donc là, j'ai regardé l'effet d'être un homme sur la probabilité d'effectuer différentes tâches, au-delà de juste être aidant ou pas, en séparant les tâches qui s'effectuent à l'extérieur du foyer, qui sont en haut en bleu, et les tâches qui relèvent de soins corporels, qui sont en bas en rouge, comme aider la personne à se déplacer dans le logement, à s'habiller, se laver, à manger ou à aller aux toilettes. Et ce qu'on voit, en fait, à droite du graphique, à droite de la ligne en 0, on a les tâches qui sont surtout effectuées par les hommes, et à gauche du graphique, à gauche du 0, on a les tâches surtout effectuées par les femmes. Donc ce qu'on voit de manière assez évidente ici, c'est que les hommes ont plus tendance, les conjoints ont plus tendance à aider pour des activités qui se passent en dehors du foyer, comme faire les courses ou aider à prendre les transports. Et les femmes ont plus tendance à aider leurs conjoints pour des tâches qui relèvent de situations de dépendance plus lourdes et de soins corporels. Donc pour résumer ça, femmes et hommes ont autant de chances d'être aidants de leurs conjoints dépendants. 40% des conjoints d'une personne âgée ayant au moins une difficulté légère lui apportent une aide. Mais par contre, la nature de l'aide apportée par les hommes et les femmes diffère. Les femmes vont effectuer plus de soins corporels comme s'habiller ou se laver, et les hommes aident davantage pour les tâches effectuées à l'extérieur du domicile comme faire les courses. Donc ça, c'était le focus sur les conjoints aidants. Maintenant, je vais revenir je vais vous présenter comment on anticipe la présence ou pas d'aidants aux côtés des personnes âgées dépendantes. Et on fait ça avec un modèle de micro-simulation qui s'appelle TaxipLife. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord projeter les personnes de 60 ans et plus et leur niveau d'autonomie, et ensuite projeter les liens familiaux. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé avec d'autres collègues de l'Institut des politiques publiques, et notamment Mehdi Benjeloul et Maxime Thau. Donc tout d'abord, la projection des personnes de plus de 60 ans et plus et de leur niveau d'autonomie. Comment on fait ça? Donc la question qu'on se pose déjà, c'est quels seront les besoins d'aide, en regardant si le vieillissement de la population va se traduire par une explosion des besoins ou pas. Et on projette la population dépendante en utilisant un modèle dynamique, au sens où on a une population qui va vieillir chaque année et à qui va arriver des choses, qui va pouvoir passer en dépendance ou pas. On utilise une échelle épidémiologique, ça je vais revenir là-dessus parce que c'est important. On projette des flux, au sens où on va regarder les transitions entre différents états de dépendance. Et on a plusieurs scénarios, mais ici je ne vais pas les présenter, je vais présenter seulement notre scénario de base. Donc pourquoi utiliser une échelle épidémiologique de la perte d'autonomie? Donc classiquement, on utilise plutôt les groupes iso-ressources. Pourquoi on utilisait les groupes iso-ressources? Parce que souvent, c'est la seule information disponible. C'est facile de savoir si les personnes sont dans un groupe iso-ressources parce que c'est ce qui est utilisé pour l'attribution de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, on a des données administratives là-dessus. Et nous, à la place, on utilise 5 états possibles, donc le décès, et 4 niveaux de dépendance: l'autonomie, avoir au moins une limitation fonctionnelle, avoir au moins une limitation dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, comme faire les courses, faire le ménage, et le niveau le plus grave, avoir au moins une limitation dans les activités de la vie quotidienne, comme se nourrir ou se laver.
l'intérêt de ça, c'est que déjà, on a une mesure assez fine du processus, puisqu'on n'est pas juste en perte d'autonomie ou non, on a plusieurs niveaux. Et en fait, le fait d'avoir des états de dépendance sous-jacents, sur lesquels ensuite on va pouvoir mettre des GIR, ça permet de regarder si on change le critère d'attribution de l'aide, qu'est-ce qui va se passer. Donc, par exemple, si en GIR 3, on ajoute des personnes qui avant étaient en GIR 4, maintenant on les met en GIR 3. En fait, si on a un modèle où on projette que les GIR, on ne pourra pas prendre ça en compte et voir les effets. Alors qu'avec notre modèle, on pourra regarder qui va passer d'un GIR à l'autre. Et l'autre intérêt de cette échelle, c'est que ça permet des comparaisons internationales, puisque les limitations dans les activités instrumentales de la vie quotidienne et les limitations dans les activités de la vie quotidienne, c'est des mesures qui sont utilisées assez largement à l'étranger, contrairement aux groupes iso-ressources. Donc, comment notre modèle se présente? En fait, d'une année à l'autre, les personnes vont pouvoir passer d'un état à l'autre à partir de 60 ans. Donc, elles peuvent passer, par exemple, de l'état d'autonomie à l'état au moins une limitation fonctionnelle. Il y a aussi des rémissions. On peut avoir au moins une limitation fonctionnelle et l'année d'après être autonome. Et on peut changer d'état comme ça de proche en proche. Et on peut aussi décéder à chaque état. On n'a pas mis de possibilité de, par exemple, passer directement d'autonomie à limitation dans les activités de la vie quotidienne parce que ça faisait trop de transitions à estimer. Donc c'est pour permettre d'estimer le modèle plus facilement qu'on a limité à ces transitions plutôt de proche en proche, en gardant quand même, bien sûr, le décès à partir de chaque état, puisque tout le monde ne passe pas par un processus de perte d'autonomie avant de décéder. Donc, quels sont nos résultats quand on regarde le volume de personnes âgées dépendantes? Là, j'ai mis les 3 états, donc les limitations fonctionnelles, qui est la courbe du haut, au moins une limitation dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, qui est la courbe du milieu, et au moins une limitation dans les activités de la vie quotidienne, qui est la courbe du bas. Donc, celle du haut, je ne vais pas trop la commenter, parce que ce n'est pas des personnes qui ont forcément besoin d'aide, c'est plus un état un peu de fragilité, où il commence à y avoir quelques limitations fonctionnelles. Mais si on regarde les 2 courbes du bas, on voit que pour les personnes qui ont une limitation dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, on a un doublement à peu près de 2020 à 2055. Et pour les personnes qui ont une limitation dans les activités de la vie quotidienne, on a un doublement qui est encore plus rapide, qui est à peu près de 2020 à 2040. Donc, là, c'est des chiffres qui sont assez élevés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est comparé aux travaux précédents. Et comment on fait pour se comparer aux travaux précédents? On a besoin de passer de notre grille épidémiologique au fameux groupe iso-ressources. Donc, par ailleurs, c'est intéressant en soi. On peut regarder pour chacun de nos états. Par exemple, nos personnes qui sont autonomes, elles sont dans quel groupe iso-ressources? Et on voit que parmi les personnes qui sont autonomes, donc c'est la première colonne de ce tableau, on a 96% d'entre elles qui sont dans le groupe iso-ressources 6, donc qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA, puisqu'on est bénéficiaire à partir du groupe 4. Si on regarde le groupe ayant des limitations fonctionnelles, c'est la deuxième colonne, on voit qu'ils sont majoritairement aussi en GIR 6 et parfois en GIR 4 et 5, donc il y a quelques bénéficiaires de l'APA là-dedans, mais pas tant que ça. Si on regarde les personnes qui ont des limitations dans les activités instrumentales de la vie quotidienne dans nos données, on voit qu'ils sont principalement en GIR 4 et parfois en GIR 5 et 6 et plus rarement en GIR 2 et 3. Donc, on commence à avoir pas mal de bénéficiaires de l'APA. Plus de la moitié des personnes dans cette catégorie peuvent être éligibles à l'APA. Et enfin, pour notre niveau le plus grave, qui est avoir des limitations dans les activités de la vie quotidienne, souvent ils sont en GIR 2 et parfois en GIR 3 et un peu plus rarement en GIR 1. Donc, ce qui est assez logique, hein. On voit qu'il y a une gradation. Plus c'est grave dans notre échelle, plus les personnes ont un GIR qui est faible, donc de l'aide de l'APA. Et donc en utilisant ces proportions-là, on va pouvoir comparer nos chiffres à ceux obtenus par les projections précédentes. Donc il y a un écart entre nos projections et en fait, il y a des ordres de grandeur qui sont quand même comparables, mais on a quand même plus d'individus en GIR 1 et 2 et en GIR 3 et 4. Et les raisons possibles de ces écarts, c'est déjà le non-recours, parce que le fait de prendre que les personnes qui ont un GIR attribué, ça enlève les personnes qui n'ont pas demandé une évaluation de leur GIR et donc les personnes qui n'ont pas recours à l'APA.
Et donc, elles sont dans nos mesures, mais pas dans les mesures en utilisant le GIR. Donc, ça pourrait expliquer qu'on a un peu plus de monde. Cependant, ça explique quand même pas tout, a priori, parce que ça ne couvre pas toute la différence. Ça serait potentiellement une explication, surtout pour les GIR 3 et 4, puisqu'on a des valeurs initiales plus élevées dans nos projections. Ça veut dire que dès le début, on a plus de personnes en GIR 3 et 4 dans nos projections. Donc, et en plus, on pense qu'il y a peut-être plus de non-recours en GIR 3 et 4 qu'en GIR 1 et 2. Et en GIR 1 et 2, par contre, on a des valeurs initiales plus proches. Mais par contre, ce qui peut changer les choses, c'est que souvent, dans les projections, donc là, ça a été fait dans ces travaux de l'adresse qu'on cite, on projette une compression de la morbidité. Donc le fait que les personnes perdent leur autonomie de plus en plus tard, ce que nous, on n'a pas intégré là, dans ce scénario-là. Donc du coup, ça peut expliquer qu'on ait plus de personnes en GIR 1 et 2. Donc ça, c'était pour la projection des personnes âgées dépendantes. Et maintenant, je vais parler de comment on crée des liens familiaux à ces personnes. Donc il y a deux possibilités où on raisonne ce qu'on appelle en population complète, c'est-à-dire qu'on va prendre les personnes qui sont dans notre projection et on va créer des liens entre eux. Donc on va les marier, dire cette personne est l'enfant de cette personne est le parent de cette personne, etc. Pourquoi on doit créer ces liens? C'est parce qu'en fait, dans nos données, on a un échantillon de la population, mais rien ne garantit que... Enfin, c'est pas des tirages par ménage, donc on n'a pas un ménage entier. Donc on va avoir une personne, mais on n'aura pas son conjoint, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin de recréer des liens. Et nous, l'approche qu'on a privilégiée, c'est que chaque individu se voit attribuer des enfants et un conjoint, en respectant, quand on sait combien d'enfants ils ont, on utilise cette information et sinon on cale sur d'autres données. Et ces enfants et ces conjoints, ils ont un genre et une date de naissance, mais ils ne font pas directement partie des individus dont la vie est simulée. Donc, quelles sont les dynamiques existantes? Parce que, pourquoi je parle des dynamiques existantes? C'est que, en fait, quand on essaye de réfléchir à quels seront les proches aidants de demain, on peut regarder déjà sur la situation actuelle, qu'est-ce qui va avoir une influence sur ces proches aidants de demain. Donc, par exemple, pour les conjoints, on sait aujourd'hui qu'on a un recul du veuvage suite à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, les personnes sont en couple plus longtemps, mais une hausse des divorces. Donc, on n'a pas forcément d'a priori net sur l'effet que... Enfin, est-ce que les personnes âgées de demain auront plus de conjoints ou pas? Par contre, pour les enfants, c'est un peu plus clair, au sens où les dynamiques sont prédéterminées. En fait, si on réfléchit à une personne qui aura 80 ans dans 30 ans, bah aujourd'hui, elle a déjà 50 ans, donc c'est probable qu'elle ait déjà fait ses enfants ou pas. Mais en tout cas, il y a assez peu de gens qui ont des enfants après 50 ans, donc on peut considérer qu'on connaît déjà le nombre d'enfants des personnes âgées de demain. Donc on peut utiliser cette information qu'on a aujourd'hui pour voir ce qui va se passer et les tendances qu'il y aura sur le nombre d'enfants. Donc quelles sont-elles ces tendances? Donc là je reprends des travaux démographiques. Donc par exemple pour le nombre d'enfants, là je présente le nombre d'enfants par génération. Donc si on regarde les personnes âgées d'aujourd'hui, donc qui sont nées disons entre 1920 en étant optimiste et 1940, on voit que c'est des générations qui avaient vraiment beaucoup d'enfants, où il y avait ce fameux baby-boom. Elles avaient en moyenne entre 2,4 et 2,6 enfants. Et quand on regarde les personnes âgées de demain, donc qui sont nées, on va dire, entre 1950 et 1960, on voit que c'est des générations qui ont plutôt à peu près 2 enfants par homme ou par femme. Donc on sait que les personnes âgées de demain auront moins d'enfants que les personnes âgées d'aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse aussi, quand on réfléchit aux aidants, ce n'est pas seulement le nombre moyen d'enfants, c'est quelle est la part de personnes âgées qui n'aura pas d'enfants du tout. Parce que, en termes d'aidants disponibles potentiels, c'est pas pareil si on a 2 en moyenne, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont 4 enfants et d'autres qui ont 0, ou si tout le monde a 2 enfants, et donc finalement que c'est assez réparti. Donc si on regarde, à chaque fois je sépare pour les femmes et pour les hommes, parce que vous allez voir, ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques. Donc si on regarde la fraction de personnes sans enfants, donc c'est la courbe bleue dans ces graphiques, la courbe du haut, on voit que les femmes sans enfants, il y en a à peu près, c'est à peu près 12% des femmes, et c'est assez stable en fait entre les générations des années 30 et des années 60. Ça n'a pas énormément évolué. Et par contre, les hommes sans enfants, c'est assez différent. C'était à peine plus élevé, on va dire autour de 13-14%, mais surtout à partir de la génération née dans les années 40, donc à peu près la génération qui a fait ses enfants en 68,
il y a eu plus d'hommes sans enfants. Et cette augmentation, elle est assez marquée parce qu'on passe à peu près de 13% à autour de 20%. Donc les hommes qui sont nés dans les années 60 ont beaucoup moins d'enfants que les hommes nés dans les années 30. Et donc ça va se répercuter sur les personnes âgées quand on regarde dans le futur. Et en fait, ça nous permet de voir si nos projections, elles correspondent à peu près à ce qu'on attend. Donc, quels sont les résultats de ces projections? Donc, là, je prends ici le point de vue de l'aidé. Je regarde quel sera l'entourage des personnes âgées dépendantes. Donc, quelle proportion des personnes âgées dépendantes auront un conjoint, auront un ou des enfants? Et quelle proportion n'aura ni conjoint ni enfant? Donc, tout d'abord, on va regarder la probabilité d'être marié ou pacsé. On a mis les deux ensemble, selon le niveau de dépendance et parmi la population de 60 ans et plus. Donc, pour lire ce graphique, on voit que c'est séparé avec les femmes à gauche et les hommes à droite, et par niveau de dépendance. Donc les personnes les plus autonomes, qui ont un niveau de dépendance qui est marqué 0, c'est la courbe du haut, qui est en bleu foncé, et on voit que dans ces générations-là, il y a entre 60% et 50% des femmes de plus de 60 ans qui sont mariées ou pacsées. Et ensuite, on a, dans l'ordre, les gens qui ont au moins une limitation fonctionnelle, niveau 1 de dépendance, les gens qui ont au moins une limitation dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, et ensuite, en bas, parce qu'ils sont moins nombreux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, les gens qui ont au moins une limitation dans les activités de la vie quotidienne, donc des situations de dépendance très lourdes. Donc on voit que déjà c'est complètement différent pour les femmes et les hommes, ça c'est déjà ce qui saute aux yeux quand on voit ces graphiques, puisque les femmes dépendantes, elles ont entre 20 et 36, on va dire, elles sont entre 20 et 36% à être en couple quand elles sont dépendantes, alors que les hommes dépendants, au début de la simulation, c'est plutôt autour de 65%, et en 2040, c'est entre 50 et 60% qui auront une conjointe quand ils seront dépendants. Donc déjà, la disponibilité d'un conjoint n'est pas du tout la même entre hommes et femmes, donc ça c'est un phénomène qui est déjà présent aujourd'hui, qui le sera encore demain, sachant qu'on observe une légère convergence au début de la simulation, puisque la proportion de femmes dépendantes en couple augmente un peu, alors que la proportion d'hommes dépendants en couple baisse un peu, et ensuite ça a tendance à baisser un peu pour tout le monde, et ça c'est sans doute parce qu'on regarde uniquement les personnes mariées ou pacsées. Peut-être que si on incluait les personnes en couple et qui ne sont ni mariées ni pacsées, on aurait des résultats un peu différents, mais pour le moment c'est l'information qu'on a dans nos données. Donc, pour les personnes mariées ou pacsées, on a plutôt une baisse pour les hommes et une relative stabilité pour les femmes, pour résumer. Donc maintenant, on va regarder le nombre moyen d'enfants selon le niveau de dépendance, et toujours parmi la population de 60 ans et plus. Donc au début de la simulation, c'est entre 2,3 et 2,4 pour les femmes dépendantes, c'est les deux courbes du haut, en bleu clair. Et pour les hommes dépendants, c'est un tout petit peu moins, mais c'est quand même comparable. Et on voit que ça baisse. Donc là, on retrouve ce qu'on avait vu sur le fait que les générations qui seront âgées en 2030-2040 ont moins d'enfants que les générations âgées d'aujourd'hui. Donc on a un nombre moyen d'enfants qui baisse à la fois pour les femmes et pour les hommes. Et maintenant, on va regarder, sachant qu'on a la moyenne du nombre d'enfants et le fait d'être en couple ou pas, quelle proportion des personnes, des femmes et des hommes, n'auront ni conjoint ni enfant, toujours selon le niveau de dépendance, parmi la population de plus de 60 ans. Donc ce qu'on voit là, c'est que, donc c'est toujours les mêmes couleurs. En bleu clair, on a les personnes les plus dépendantes. Donc c'est la courbe qui commence en haut pour les femmes. Pour les femmes, ça baisse un peu au début, sans doute dû au fait qu'on a vu qu'il y avait un peu plus de femmes en couple entre 2020 et 2030 parmi les femmes dépendantes. Donc là, on retrouve un peu ce chiffre-là. C'est une baisse qui est quand même légère. Il faut voir que l'échelle est quand même assez détaillée. Donc ça baisse à peu près de 10-12 à 8-10%. Et ensuite, c'est plutôt stable. Et pour les hommes, par contre, on a une augmentation qui est liée au fait, rappelez-vous, qu'on a plus d'hommes qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, s'ils n'ont pas de conjointe non plus, ils ont assez vite ni conjoint ni enfant. Et parmi les hommes qui ont au moins une limitation dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, on voit que ça passe de 8 à 12% entre 2030 et 2040. Et parmi les hommes plus dépendants, donc
qui ont au moins une limitation dans les activités de la vie quotidienne, entre 2030 et 2040, ça passe plutôt de 6 à 8% d'hommes qui n'auront ni conjointe ni enfant. Donc pour conclure, on a un vieillissement de la population issue du baby-boom et donc on attend une hausse du nombre de personnes âgées. Est-ce que cette hausse va se traduire par une hausse des besoins? Probablement, en tout cas à moyen terme, d'ici 2030-2040. Au total, on aura sans doute moins d'aidants potentiellement disponibles, puisqu'on a moins de personnes mariées ou pacsées, moins d'enfants par personne et plus d'hommes âgés sans enfants et sans conjoint. Mais attention, certains de ces phénomènes ne se traduiront pas forcément par une baisse du nombre d'aidants effectifs, les gens qui vont vraiment aider, puisque s'il y a moins d'enfants, peut-être que les enfants qui seront là vont plus aider, parce qu'on sait qu'il y a des substitutions entre les différents aidants potentiels. Donc les deux premiers phénomènes, moins de personnes en couple et moins d'enfants par personne, ne vont pas forcément se traduire par une baisse des aidants effectifs. Bon, le dernier, pour les hommes qui n'ont ni enfants ni conjoint, sans doute que ça va quand même se traduire par une baisse des aidants effectifs. Mais par contre, ce qu'on peut conclure de manière assez générale, c'est que les enfants et conjoints de personnes âgées dépendantes seront sans doute davantage contraints à aider, puisque le groupe de personnes disponibles pour aider, donc par exemple la fratrie, sera plus réduit. Donc on aura peut-être plus de situations où ce sera une aide qui sera contrainte. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Léa pour cette présentation. Du coup, je propose de laisser la parole à Diane pour sa discussion et ensuite on vous laissera répondre à chacune de ces questions. Merci Père, merci Léa pour cette présentation très claire. Je vais tâcher d'être brève afin de laisser la parole aux participants et je souhaiterais rebondir sur les données, tout d'abord en tout cas évoquer un petit peu les données de cadrage que vous mentionnez, données de cadrage donc de l'adresse de 2019. Pour moi, ils sont assez éclairants, ils permettent de manière utile en tout cas de positionner un petit peu vos travaux également, puisque il faut avoir en tête que l'aide d'une personne âgée très dépendante, donc on est bien sur les GIR 1 ou 2, nécessite l'équivalent d'un temps plein, donc plus de 35 heures d'aide informelle. Et donc à ces 35 heures s'ajoutent près de 10 heures d'aide professionnelle. Donc il me semblait important quand même de rappeler qu'aujourd'hui l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie repose très majoritairement sur l'aide familiale. Et donc on ne peut se passer de l'aide, je dirais, des proches pour ces personnes âgées très dépendantes. Donc cette aide, bien évidemment, elle est conditionnée, et ça vous l'expliquez très bien, elle est conditionnée notamment au fait d'avoir un conjoint ou de ne pas en avoir, d'être veuf ou non, ou encore d'avoir des enfants ou non. Et pour revenir à la slide 4, vous évoquez une question qui est fondamentale, c'est qui sont les aidants. Vous avez mentionné que les aidants sont des enfants dans la moitié des cas et des conjoints dans un quart des cas. Alors, qui sont le dernier quart que vous n'évoquez pas dans votre slide? Donc, pour ces aidants qui sont ni les conjoints ni les enfants, donc définis un peu en creux là dans ma présentation. Donc, déjà, je vais peut-être revenir sur le fait de pourquoi je n'ai pas parlé de ces aidants et pourquoi on ne les projette pas. En fait, c'est tout simplement parce que c'est une catégorie qui est plus large et plus diverse. Et par exemple, si c'est des voisins ou amis, on ne pourra pas forcément savoir projeter ces liens-là. On ne projette pas de liens amicaux, on ne sait pas où les gens habitent, donc ils sont un peu en dehors des radars pour nous. Donc pour plus de précision sur qui sont ces personnes, déjà il y a 85% des aidants qui sont de la famille, donc il y a à peu près la moitié de ce quart restant qui sont d'autres membres de la famille, donc ça peut être des frères et sœurs, des personnes âgées, ça peut être les beaux-enfants, en particulier les belles-filles, ça peut être des neveux et nièces, surtout dans le cas où les personnes n'ont pas d'enfants. Voilà, donc les aidants de la famille. Et sinon, sur les personnes qui ne sont pas de la famille, ça peut être des voisins qui ont aidé à faire les courses, ça peut être assez courant, ou des amis. Avec souvent la proximité géographique qui joue beaucoup. J'avais une autre question, donc slide 24. Vous évoquez la probabilité d'être marié ou pacsé selon le niveau de dépendance.
est-ce qu'il y a un risque que les personnes en concubinage et potentiellement qui seraient en hausse dans les années à venir, est-ce qu'elles vous échapperaient dans les prévisions que vous faites dans le cadre de cette étude? Oui, tout à fait. Donc là, on prend les personnes qui sont mariées ou pacsées, en effet, mais on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent en concubinage. Et sans doute que pour l'aide informelle, ce qui est important, c'est plus est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est là à la maison que est-ce que vous êtes marié ou non. Et donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder, parce que pour l'instant, on a des données qui se reposent sur l'état civil. Et donc, on n'a pas ces données administratives, donc on n'a pas le fait d'être en concubinage, et on pourrait peut-être les retrouver avec les taxes d'habitation et le fait de savoir que les personnes habitent ensemble, en essayant de deviner qui est un couple et qui sont plutôt des frères et sœurs ou des enfants et des parents. Voilà. Mais du coup, cette difficulté à pouvoir finalement visibiliser ces personnes en concubinage, quelles conséquences ça aurait et quel impact pour les politiques publiques ou en tout cas pour votre étude? Qu'est-ce que finalement, de ne pas les avoir, quelles seraient un petit peu les limitations dans votre étude? Nous, la question pour laquelle on ne peut pas répondre pour le moment, c'est si on remplaçait ce chiffre marié ou pacsé par le fait d'être en concubinage, est-ce qu'on aurait toujours une baisse ou est-ce qu'on aurait une stabilité, voire une hausse à quel point ça changerait nos données? Mais c'est sûr que ça pourrait changer les conclusions, puisque c'est un groupe qui est potentiellement plus gros et qui est potentiellement croissant. Peut-être une autre question, si j'ai encore le temps. Je voudrais revenir sur la forte dynamique de genre à l'œuvre dans la répartition des rôles d'aidants, que ce soit donc les conjoints ou les enfants. Et c'est vrai qu'avec la multiplication des séparations que vous évoquez à un moment donné, mais aussi des remariages, ces reconfigurations familiales pourraient aller dans le sens d'une transformation de l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. Finalement, quelles vont être les évolutions à venir en fonction de ces évolutions, je dirais, reconfiguration familiale, pardon. Et donc, ce qui, moi, à la lecture de votre étude, ça m'a fait penser notamment aux travaux, donc une étude américaine de Silverstein et Giarrusso de 2010 qui montrait que justement sur la question des reconfigurations familiales et comment ça a impacté le rôle des aidants, les pères donc divorcés âgés étaient moins aidés par leurs enfants que donc les mères divorcées âgées. Donc en termes de prospective, je pense qu'il est quand même crucial de prendre en compte ces évolutions sociétales et pourtant c'est très difficile de pouvoir les saisir à travers des outils statistiques. Mais en tout cas, c'est là où il me semble que des enquêtes peut-être plus de terrain ou des observations, etc., peuvent apporter et renforcer en tout cas votre étude. Oui, tout à fait. Donc, avec des enquêtes, on peut voir ces cas plus précisément. Et notamment dans l'enquête CARE, on voit qu'il y a aussi ce phénomène en France que les pères qui sont divorcés sont moins aidés. Et ça, c'est notamment lié à une proximité géographique aussi, que des pères qui n'auraient pas eu la garde ont pu déménager. Et donc, il y a une proximité géographique et peut-être affective aussi avec la mère qui a été... qui semble avoir perduré jusqu'aux âges élevés et donc notamment il y a beaucoup de filles aidantes et elles ont tendance à plus aider leur mère. Et peut-être pour finir, comme ça je laisse vraiment la parole au public, au vu de ces projections, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fameux modèle du virage domiciliaire qui est, je le rappelle, donc quand même appelé par les personnes concernées et soutenu par les politiques publiques. Voilà. Si on regarde le graphique sur les nombres d'heures d'aide, on voit que en fait, ça va vraiment dépendre de qui ça concerne. Parce que un virage domiciliaire pour les personnes qui ont besoin d'aide de temps en temps, on voit bien comment ça peut fonctionner en se reposant à la fois sur des aidants professionnels et sur les proches aidants ou même des voisins avec des systèmes d'entraide, etc. Pour les personnes qui sont en GIR 1 et 2, vous l'avez dit, il y a 35 heures d'aide par les proches par semaine.
aujourd'hui. Mais si on pense qu'on veut que ces personnes soient de plus en plus souvent au domicile, ça pose vraiment la question de la disponibilité des proches. Voilà, sur des volumes d'heures qui peuvent être très importants. Oui, donc un modèle qui est... la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que ça serait viable sur les prochaines décennies? Et c'est vrai que c'est compliqué à pouvoir estimer. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Diane, pour ces questions et Léa pour vos réponses. Je vous propose maintenant de prendre vos questions, les questions du public, et de passer la parole à Amélie Carrère. Amélie Carrère, est-ce que vous avez eu des questions dans le chat et que vous pourrez remonter? Oui, bonjour. J'ai essayé d'organiser quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc, n'hésitez pas à en rajouter pour que Léa puisse y répondre. Alors d'abord, il y avait des questions plutôt sur la définition des aidants. Qu'est-ce que ça recoupe dans vos études, dans ce que vous avez présenté dans vos travaux. Donc, notamment, est-ce que vous considérez les bénévoles citoyens engagés comme aidants informels? Ensuite, voilà, il existe aussi des aidants parents d'enfants porteurs d'un handicap. Est-ce que c'est le champ de votre étude, les enfants qui ont un handicap, donc les aidants d'enfants qui ont un handicap? Ensuite, il y avait une question de chiffrage sur la répartition des aidants informels et notamment la proportion de petits-enfants parmi les aidants informels. Et enfin, il y avait une question sur une estimation du non-recours. Donc, j'en déduis que c'est non-recours aux aidants de l'entourage. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés sur la proportion de personnes qui ne recourent pas à des aidants de l'entourage? Si oui, est-ce qu'il existe des différences territoriales, donc entre les régions, ou même sociales? Donc, j'invite les personnes à continuer à poser leurs questions. Je vois qu'il y a d'autres personnes. Alors, donc, non, j'ai mal interprété la question sur le non-recours. C'était le non-recours à l'APA. Voilà. Donc, il y a une autre question qui indique que, donc, face à l'augmentation des divorces et des disparités territoriales de location des familles, est-ce qu'on peut penser à une évolution, un recul de l'aide informelle avec des enfants qui seraient plus éloignés géographiquement et ont moins d'engagement dans la prise en charge de leurs aidants? Est-ce que les aidants de demain seront aussi disponibles que ceux d'aujourd'hui? Voilà, une réflexion un peu plus globale sur la disponibilité à aider les personnes âgées. Beaucoup, Amélie. Léa, est-ce que vous voulez répondre aux questions? Merci pour ces questions. Donc, tout d'abord, la définition des aidants qui est utilisée ici, c'est des personnes qui apportent une aide à un proche pour une activité, pour la vie quotidienne. Donc, qui est exclu de ce champ? Il y a les bénévoles, sauf s'ils considèrent que c'est des proches qu'ils aident. Donc là, ça dépend un peu de leur appréciation de la situation. Et également les personnes qui apportent qui apportent un soutien moral ou une aide financière, mais pas d'aide à la vie quotidienne, qui sont là pas considérées dans ces chiffres-là. Pour les aidants de parents d'enfants handicapés, alors là, l'enquête CARE que j'ai utilisée pour regarder ça, on part vraiment des personnes âgées et on regarde leurs aidants. Alors, ces personnes, elles peuvent potentiellement apparaître si leur enfant a plus de 60 ans, mais c'est un peu... en tout cas, c'est sans doute pas la bonne manière de réfléchir à ces aidants-là. Là, on est vraiment sur les aidants de personnes qui ont une perte d'autonomie qui est liée à l'âge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes parmi eux qui étaient déjà en situation de perte d'autonomie ou de handicap avant 60 ans, mais on n'a pas forcément les outils adaptés pour les prendre en compte dans ces projections-là, où voilà, on regarde les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs aidants. Donc sur le chiffrage, sur la question de la répartition des aidants informels et notamment des petits-enfants, je n'ai pas de chiffre exact. Je sais juste que voilà, ils sont dans ce quart qui n'est ni conjoint ni enfant, et ce 8e qui est quand même des aidants de la famille, ni conjoint ni enfant. Donc ils sont au maximum à peu près un 8e, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus.
sur l'estimation du non-recours à l'APA, je n'ai pas ce chiffre non plus, mais il existe. J'étais tombée dessus, c'est pour ça que j'avais vu que ça ne suffisait pas à compenser les différences. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Si quelqu'un veut le trouver et le mettre dans le chat, allez-y. Sur l'augmentation des divorces et la question de la disponibilité des aidants, donc il y a une question de l'éloignement géographique des parents et des enfants, en effet, mais il faut bien voir que cet éloignement, il joue aussi quand, au sein d'une fratrie, il y a un des frères et sœurs qui est plus proche du parent âgé, qui va souvent être la personne qui aide. Mais ce qu'on ne sait pas forcément si on a une enquête qui est juste transversale ou on a une seule année, c'est est-ce que cette personne est proche à cause de ses choix de vie personnelle, ou est-ce que cette personne s'est rapprochée de ses parents à cause de leur situation de dépendance. Donc si c'est ce dernier cas, on peut penser que ça pourrait perdurer comme ça, que les personnes s'éloignent peut-être plus de chez leurs parents, mais de toute façon sont obligées de revenir quand il y a besoin d'aide. Voilà, s'il y a besoin d'aide de 10-15 heures par semaine, c'est sûr que d'habiter pas trop loin, c'est quand même une facilité. Et sur la disponibilité, il y a aussi la question du fait que les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant. Et donc, on a aussi des aidants moins disponibles à cause de ça, avec des générations qui parfois sont un peu prises entre leurs parents à aider, leurs petits-enfants à garder, l'âge de départ à la retraite qui recule. Donc, oui, il y a un sujet de disponibilité, en tout cas pour la génération qui a autour de 60 ans, disons. Merci Léa, j'espère que ça a répondu à vos questions. Amélie, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps? Une question toujours sur, je pense, sur la disponibilité des aidants dans le futur et notamment le fait qu'il y a sans doute plus d'actifs, d'aidants qui seront actifs et donc moins disponibles à procurer de l'aide. Et donc, c'était une question sur, a-t-on une idée du niveau de projection des actifs et donc du rôle d'accompagnement qu'ils pourraient jouer à l'avenir? Et enfin, une autre question sur les enfants aidants. Est-ce qu'il y a des différences d'intensité et de nature de l'aide selon le genre et la taille de la fratrie, donc enfants aidants? Je vous laisse répondre, Léa. La première question rejoignait ce qu'on était en train d'évoquer. Oui, sur les aidants actifs, il y a déjà beaucoup d'aidants qui sont salariés. Hein. C'est une situation qui pose des questions en termes de conciliation, mais souvent aussi ce sont des personnes qui trouvent dans le travail un certain répit et donc qui n'ont pas forcément envie de s'arrêter de travailler. Mais par contre, voilà, selon le volume d'heures, ça peut vraiment poser des questions de disponibilité, en effet, mais c'est une situation qui existe déjà assez largement. Notamment dans les enfants aidants, il y en a beaucoup qui travaillent et voilà, ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter de travailler, mais il y a des enjeux de conciliation, avoir des horaires plus souples, pouvoir s'absenter si besoin, qui se posent peut-être un peu dans la même mesure que pour les parents de jeunes enfants et qui ne sont pas encore très courants au travail ou très pris en compte. D'où les enjeux autour des politiques publiques, autour des questions des répits des aidants, des congés des aidants qui se développent. Tout à fait. Ouais, c'est un sujet qui arrive assez fortement dans les politiques publiques et qui se développe rapidement. Et sur les enfants aidants, sur les différences selon le genre, c'est quelque chose que je n'ai pas encore regardé. Mais on peut supposer qu'il y a des différences selon le genre, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Je crois qu'il faudra qu'on regarde plus précisément ces enquêtes, mais moi j'imagine bien qu'il y a des différences entre le genre des enfants. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Merci beaucoup à vous Léa pour votre présentation. Merci à vous Diane également pour les questions et ces riches échanges. Et merci au public également. Donc je vais clore ce 6e rendez-vous.
Donc merci à Amélie Carrère à distance. Je termine aussi par plusieurs remerciements, notamment donc merci au service de communication de l'IPP et de la CNSA, et en particulier donc merci à Aurore Hanotin et à Thibaut Dernoncourt qui nous ont beaucoup aidés dans la communication. Merci également donc à Antoine Wolf pour l'aide technique et l'accueil dans ce studio, donc pour la première fois que nous étions dans ce studio. Et donc les prochaines informations, donc on se retrouve le mardi 8 novembre pour le dernier webinaire de cette année. Et donc ça sera l'occasion d'écouter Amélie Carrère qui s'intéressera aux différences départementales de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Et elle se demandera donc, si ces différences de prise en charge sont plutôt des disparités ou alors des inégalités. Et donc avant de se quitter, j'en profite pour vous donner une dernière information, qui est l'information selon laquelle donc, les rendez-vous de la recherche sur l'autonomie vont se poursuivre l'année prochaine. Et on commencera donc cette année 2023 par 3 présentations issues d'une grande enquête qui est la recherche Covid-EHPAD. Covid-EHPAD qui est une recherche qui a contribué à analyser les vécus des professionnels, mais aussi sur le vécu des proches et des résidents en EHPAD pendant la première vague de l'épidémie de Covid. Et donc, ça sera 3 webinaires en partenariat avec la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Et donc, voilà, on commencera l'année avec ces 3 webinaires. Sur ce, je vous propose de vous dire à bientôt et de vous retrouver lors des prochaines éditions de la recherche, de ces rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Merci à vous.